Mhm. Ben, bonjour à vous. Vous connaissez sûrement la personne qui est à côté de moi, Philippe Guillemant. On est chez toi. Moi, j'ai eu la chance d'accompagner Philippe pendant un petit bout. On a participé à la fête du vivant avec Florian Gomez. On a été à ton atelier sur les synchronicités à Fort-Calquier. Puis ce soir, il y a Claude Bram qui vient ici faire des mantras. Mhm. Pour vous dire que, il se passe plein de choses ici en France avec des gens extraordinaires, des activités de ce que tu appelles le Futé lumineux. futé lumineux, qui correspond pour les gens à ce monde qui est différent du précédent, qui est plus guidé, je dirais, par le cœur, par des gens qui prennent des initiatives pour créer des communautés indépendantes. Je sais pas Pas comment tu pourrais. communauté, des collectifs. Oui. Oui, ben, c'est ça. Alors, il se passe ici en France la même chose qui se passe au Québec, Canada, dans d'autres pays aussi, ce qui est extraordinaire et qui nous donne l'espoir que malgré l'absurdité actuelle, malgré le fait qu'il y a des politiciens, un petit nombre de politiciens qui prennent des décisions qui ne sont pas dans l'intérêt de la population, mais malgré ça, il y a des choses vraiment extraordinaires qui ont lieu en parallèle et qui vont prendre le dessus. Et on va parler de ça aussi à la fin de notre échange. Je vais vous dire que cette semaine, je vais aussi faire une entrevue avec Robert, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, avec Robert sur l'ego et la colère, Robert Béliveau. Et puis avec Myriam, probablement qu'on parlera de ton livre, Le Grand Virage. Mais aujourd'hui, bon, c'est un rendez-vous. Donc, habituellement, je parle toute seule, mais là, je suis avec Philippe et j'ai vraiment envie que ça soit un échange entre nous de ton univers qui est la physique à mon univers qui est la psychologie pour décrire, bon, cette idée de ce qui s'en vient, qui est à notre image. Puis d'où ça vient? Toi, tu as des idées, tu as fait des recherches, donc je vais te demander d'en parler un peu. En physique, vous vous êtes intéressé. Dans la physique traditionnelle, c'était orienté vers le matérialisme, mais toi, tu as parlé de physique quantique qui s'intéresse à la physique immatérielle, si on peut dire, mais ce que je dis souvent, c'est qu'en psychologie, on s'est de toujours intéressé à l'immatériel, c'est-à-dire les émotions, les sentiments. Alors, il y a un point de jonction entre nos deux disciplines, si on peut dire, Mhm. et nos deux réflexions. Alors, j'aimerais ça te faire commencer en parlant un de tes 10 commandements. Là, il y a un chapitre dans ton livre, Le Grand Virage, qui parle des 10 commandements du matérialisme. Peux-tu nous en expliquer un? Hmm. Le plus important à se défaire dans le contexte de la crise actuelle, c'est cette idée que la réalité, tout ce qui arrive, est indépendante de nos états de conscience. Donc voilà, c'est matérialisme pur et dur. Donc nos pensées, nos émotions n'influent donc en aucune manière sur la réalité, en dehors de la causalité, bien sûr. C'est-à-dire qu'il est évident que quelqu'un qui change d'état d'esprit, qui prend un état d'esprit beaucoup plus positif, heureux, va avoir un meilleur futur du point de vue de la causalité. Mais ce que je veux dire par le fait de penser que la réalité dépend de nos états de conscience, c'est l'idée que ce n'est pas seulement ça, c'est aussi le fait que nos pensées et nos émotions construisent notre futur et en particulier notre futur plus lointain, indépendamment de la causalité et en particulier notre état vibratoire, notre état émotionnel. Voilà. OK. Ça fait que tu pars de ce commandement, c'est-à-dire que nos états d'âme n'influencent pas la réalité et surtout pas la réalité très lointaine. Et toi, tu apportes une autre idée qui est de dire non, c'est faux. Nos états d'âme, nos sentiments, nos émotions peuvent influencer évidemment ce qui se passe autour de nous là, très près, là, c'est-à-dire si on est positif, souvent il se passe quelque chose de positif. C'était démontré d'ailleurs en psychologie, puis je Mhm. pourrais l'expliquer. Mais toi, tu dis en plus, ça influence le futur très lointain.
Oui, Ça, j'ai vraiment envie de t'entendre parler de... Mhm. C'est très intéressant parce que ça donne du pouvoir à l'individu, en Mhm. sachant que ce qu'il porte en lui, dans son cœur, si on peut dire dans ses pensées, dans son cœur, pourrait influencer sa propre vie dans le futur. Bien Comment sûr. tu expliques ça? Alors, comment je l'explique? Comment je le vulgarise? Parce que la mécanique, à travers les lois physiques, ne- n'est valide qu'un certain temps. Ce qu'on appelle le déterminisme n'est pas, est une approximation du réel. C'est-à-dire que plus les objets sont isolés les uns des autres, ils vont avoir des trajectoires déterministes, mais plus il y a d'interactions entre des objets, et plus le déterminisme disparaît vite. Donc, par exemple, à l'échelle des planètes, le déterminisme va disparaître à l'échelle de centaines de milliers d'années, voire plus. Mais à notre échelle humaine, nous vivons dans un monde d'interaction, hein, ne serait-ce que les molécules d'air. Le déterminisme disparaît très rapidement, en quelques secondes. Et d'ailleurs, si les êtres vivants réussissent à rester vivants, ce n'est justement pas par déterminisme, c'est parce qu'il y a autre chose, un autre principe dans le vivant que celui de la mécanique, qui permet de préserver les cycles de vivant et de rester vivant. Comment tu appellerais ça, cet autre? Bien, on est sur d'autres dimensions qui font intervenir la conscience, hein, puisque, donc, bon, là, je le dis un peu rapidement, il est important de désolidariser la conscience de la matière, même si les deux sont bien évidemment corrélés. Et donc les lois physiques, on va dire, dirigent la matière, mais il y a un autre principe qui dépend de la conscience et qui dirige le vivant. Et donc là, à partir de là, on peut... Bon, la physique n'indique pas précisément de quoi il s'agit, elle parle de dimensions supplémentaires, mais si on se réfère à d'autres types d'enseignements, on peut parler de différents corps, hein, plus ou moins denses. OK. Et on ne connaît, la science actuelle ne connaît que le corps physique, mais il y a d'autres corps. Si j'emploie le mot corps, Mm. à la place du mot densité, je préfère parler du mot densité, Ouais. hein, puisque c'est plus physique. On peut identifier deux densités en plus de la densité habituelle, corporelle, physique, qui sont la densité de la conscience ou le corps de conscience Oui. et la densité du subconscient ou le corps qu'on pourrait dire spirituel. Après, on peut, ça c'est quelque chose qu'on peut identifier via la physique, hein, dont je parle dans mon dernier livre. Et c'est quelque chose qui est étudié d'autres manières. Euh, mais là, on rentre dans des enseignements ésotériques, Oui, OK. hein. Sans rentrer là-dedans, j'ai envie de reprendre ce que tu as dit depuis tout à l'heure parce qu'en peu de temps, Philippe, tu dis bien des choses qui peuvent parfois être incompréhensibles. Alors, je veux juste te reprendre parce qu'il y a des éléments très importants, puis je reviens toujours à cette idée-là qu'on peut avoir du pouvoir sur notre réalité, que c'est pas comme ce qu'on nous laisse penser, que tout est dans les mains de chefs politiques ou d'une élite. Alors, tu as dit une chose importante, c'est que tu as parlé d'approximation de ce qu'on peut prévoir dans la réalité. Tu as parlé entre autres du fait que plus il y a de relations, plus c'est difficile de déterminer ce qui va se passer dans le futur. Ça, c'est très important parce que les relations dont tu parles, c'est les relations entre les gens, c'est les relations entre nous et la nature, entre nous et les événements. Donc, ces relations-là peuvent déterminer ou indéterminer finalement notre futur. C'est ça. Tu as parlé dimension, densité. Ce que je comprends, c'est qu'il y a la dimension matérielle, ce qui est observable, mais il y a d'autres, si on peut dire, densités ou dimensions, et entre autres liées à la conscience. Oui. Okay. Puis la conscience, bon, ça, on pourra le définir peut-être pas dans dans ce rendez-vous-là, mais parce que c'est large, la conscience. Souvent, on va confondre aussi notre mental, la conscience, nos émotions.
Tu vois, tout ça, je pense que c'est à démêler si on veut apprendre à mieux maîtriser notre pouvoir. Puis, bon, tu commençais à parler d'ésotérisme et je t'ai arrêté là. Est-ce qu'il y a autre chose d'important à dire par rapport à ce commandement-là qui est de dire que nos états d'âme n'influencent pas la réalité? Oui, bien sûr. Enfin, il faudrait regarder les autres. Bon, quand je parle de commandement, je fais un peu d'humour. C'est pour montrer que finalement, la science a reconstruit une religion. Et d'ailleurs, ce n'est pas la science qui l'a reconstruite, hein, c'est plutôt le système de la science, le système académique. Et en plus, ce n'est pas par mauvaise volonté, c'est juste c'est dû au fait qu'aujourd'hui, la science, elle est instrumentalisée par les pouvoirs financiers, économiques, etc., les multinationales. Donc, il ne faut pas accuser la science, évidemment. La vraie science, au contraire, continue d'aller dans la bonne direction. Et si on avait tenu compte des progrès de la vraie science durant les dernières décennies, on se serait rendu compte de tout ça. Ouais. On aurait rejeté ces fameux 10 commandements de penser que notre monde est matériel avec toutes les déclinaisons que ça implique. Et en fait, ce dont moi je me suis rendu compte en étudiant la physique à fond, ce n'est pas que la physique quantique. On parle souvent de physique quantique, on me qualifie de physicien quantique. Je ne suis pas un physicien quantique, je connais la physique quantique, mais j'ai étudié aussi bien d'autres domaines, les plus importants étant la thermodynamique, la cosmologie. Donc, à notre échelle humaine, la thermodynamique, bon, quelque chose qui peut paraître un peu mystérieux, mais c'est quelque chose de très important parce que c'est lié à ce qu'on appelle la physique de l'information. C'est la thermodynamique qui nous a permis de prendre en compte, de comprendre que le concept d'information en physique est fondamental. Oui, aussi. Ça a aidé à développer la cosmologie, et notamment la cosmologie des trous noirs. Et il y a des connexions, du coup, entre cette cosmologie et la mécanique quantique qui deviennent de plus en plus claires aujourd'hui, et notamment lorsque, par exemple, on interprète le phénomène d'intrication et qu'en parallèle, on parle de micro-trous noirs. Voilà, pour ça, je ne vais pas rentrer là-dedans. Tout ça, c'est pour dire que la physique, c'est très large et que donc on parle de physique quantique, mais si on parle aussi de physique relativiste, on touche autant à des questions qui sont relatives à la conscience que en mécanique quantique. Ça, c'est important de le savoir. Enfin, donc, aujourd'hui, le grand problème de la physique, c'est de réconcilier la relativité et la mécanique quantique. Et si on s'avance un petit peu, dans le futur, on s'aperçoit qu'il est tout à fait possible de concilier les deux, mais à condition d'introduire la conscience en physique et de la définir en lien avec l'espace et le temps. OK. Mais écoute, bon, c'est ça, je veux vraiment que ça soit un échange entre nous. Hein. J'ai envie d'intervenir parce que ce que tu dis là, je ne sais pas si les gens se rendent compte, ça donne vraiment de l'espoir parce qu'il y a comme une dualité en ce moment entre le matérialisme, cette réalité qu'on observe, puis ce qu'on appelle la conscience qu'on ne voit pas. Et ce que tu dis, un peu comme peut-être Einstein avait essayé de faire, c'est avoir une théorie du tout qui disait, mais réconcilier les deux, puisque les deux existent, du moins du point de vue de notre perception, les deux existent. Alors, je trouve ça très inspirant, moi, puis j'aimerais ça qu'un jour, on aborde ça. Je veux revenir sur ton idée de science académique. Les gens aussi, je ne sais pas s'ils se rendent compte, mais le privilège qu'on a, toi et moi et d'autres, c'est d'avoir été dans la science, d'avoir fait de la science pour dire aux gens, ce dont on vous parle à la télé, ce n'est pas de la science. La science est beaucoup plus critique que ça, est beaucoup plus ouverte que ça à la limite, sauf les subventions qu'on obtient ou qu'on n'obtient pas quand on veut aborder quelque chose qui est en dehors du narratif habituel. Puis, bon, la notion d'information qui est centrale, parce que c'est ce qu'on essaie, je pense que c'est le terme qu'on utilise pour essayer de faire comprendre ce qu'il y a là, ce qui habite le vide et qui est en lien avec la conscience. Je vais revenir sur une chose, si tu me permets, Philippe, parce que
je ne veux pas qu'on s'en éloigne trop. Quand on dit les états d'âme influencent la réalité, Oui. ce que j'explique souvent en psychologie, c'est que c'est des découvertes qu'on a fait depuis les années 1950. C'est de dire que quand on parle de cœur ou d'esprit, pour moi, c'est la même chose un peu. Quand on porte à l'intérieur de soi une perception positive de la réalité, d'une situation, d'une personne, cette perception positive qu'on porte dans notre cœur aussi, bien, elle va créer la réalité jusqu'à un certain point. Pourquoi? Pour trois choses. Un, parce qu'on sélectionne l'information qui confirme nos intentions, notre vécu. Ensuite, on va agir inconsciemment en fonction de ce qui est à l'intérieur de nos perceptions, de notre cœur. Si moi, j'aime une personne, ben, je vais agir envers elle d'une façon très positive, mais c'est souvent inconscient. Puis troisièmement, l'autre va percevoir mon comportement de façon inconsciente et y répondre aussi inconsciemment. Alors, tout ça, on l'a vérifié, on a étudié ça en psychologie, ce qui fait que ce n'est pas très mystérieux à la limite de comprendre qu'une personne qui a, par exemple, des pensées ou des intentions positives va créer cette réalité à l'extérieur d'elle, mais il faut aussi comprendre que l'inverse est aussi vrai. Oui. Si l'image que j'ai du monde en ce moment est très négative, bien, il va apparaître aussi des événements autour de moi qui sont très négatifs et qui vont m'atteindre, qui vont me décourager, qui vont me mettre en colère. Alors, là où on a du pouvoir, c'est changer intérieurement pour voir cette manifestation à l'extérieur de soi. Alors, quand tu dis que tout ça est connu, c'est vrai, mais le raisonnement porte sur ce qui arrive dans le présent. Quand tu dis que nos états de conscience, nos états d'âme sélectionnent la réalité à vivre, la psychologie a toujours sous-entendu que, évidemment, c'est dans le présent que ça se passe. Ah, c'est intéressant. D'accord. Oui, donc. Mais si on se positionne dans le nouveau paradigme où la réalité ne se crée pas dans le présent, mais se crée partout à la fois dans le futur, voire même se réactualise dans le passé, si on en tout cas, regardons simplement le futur. Si on considère que les conséquences de nos états d'âme, etc., c'est pas seulement dans le présent, mais elles s'expriment également dans le futur, alors là, ça change tout. Ah oui, ça c'est captivant. Ouais. Parce que ça veut dire que on n'est pas seulement en train de sélectionner ce qui arrive dans le présent, par exemple, tiens, je vais aller voir telle personne qui est en train de me regarder, ou pas si je suis conditionné à ne pas aborder ce genre de personne. Bon, voilà, ça c'est une sélection. OK. Mais ça se produit dans le futur. Oui, c'est ça qui est Et donc, mystérieux. ça se produit dans le futur, c'est-à-dire qu'il faut considérer que le présent, il s'agrandit à tout le futur, parce que le présent n'existe pas en fait. Ou alors, ce qui existe, c'est l'éternel présent qui englobe tout le futur. Et quand je dis tout le futur, c'est aussi c'est toutes les variantes, c'est tout le multivers de possibilités de mener notre vie. Et donc là aussi, il y a une sélection. Et en plus, le fait que nous construisions ainsi notre futur avant d'y arriver, bien avant d'y arriver. Parce que là où il y a le plus de possibilités malléables de modifier sa réalité, c'est dans le futur un peu plus lointain. Pas le futur. Le futur immédiat, il est sous l'égide de la causalité, de la mécanique. Et celui-là, on ne peut pas trop le changer. Par contre, le futur un peu plus lointain, on peut agir considérablement dessus. Et il va avoir en retour une action sur notre présent. Et c'est ainsi qu'on peut se rendre compte, qu'on peut vérifier expérimentalement si ce que je viens de dire est juste, puisque c'est l'explication au phénomène de synchronicité, de hasard étrange, etc. Et on peut expérimenter. Tu as cité mon atelier, j'en ai fait 2 d'ailleurs dans la semaine passée. Et l'un d'eux a donné des résultats absolument époustouflants. Ce n'est pas celui de Fourcalquier, mais un autre. Et donc, j'ai fait vivre aux participants de cet atelier la preuve du fait qu'ils pouvaient, leur état de conscience, pour peu qu'on fasse un travail sur soi qui va donc par conséquent modifier le futur, associé à une demande, à un engagement. Eh bien là, ça a produit des synchronicités. Donc, on peut se démontrer à soi-même la réalité de ce phénomène.
Ça, c'est vraiment ton apport, Philippe, puis qui m'amène, moi, à réfléchir beaucoup à cette synchronisation. Je ne sais pas comment tu appellerais ça. Tu parles des synchronicités, mais il semble y avoir une homéostasie, une synchronicité. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais il y a des choses qui se mettent en place dans nos vies par rapport au futur, au passé même, qui peut changer, qui peut changer. Moi, je me questionne, qu'est-ce qui fait que pour certaines personnes, leur vie semble extraordinaire? Moi, j'avoue qu'il semble y avoir des miracles dans ma vie, puis il y a d'autres personnes qui attestent de ça. Mhm. Et là, tu parles vraiment d'un futur sur lequel, comme tu dis, dans le présent, on pourrait ne pas avoir de pouvoir, mais il semble y arriver quelque chose en lien avec ces états d'âme. Tout à fait. Alors, bon, ça, j'aimerais ça qu'on en parle plus parce que moi, ça me questionne beaucoup. Mhm. Et ça me fait dire, tu sais, un peu sans savoir, qu'il y a une force qui nous dépasse. Moi, souvent, je dis, j'ai l'impression que c'est pas tant moi qui demande quelque chose que mon ouverture à la vie qui est totale ces temps-ci et qui fait que la vie m'offre de très belles choses, de très belles rencontres. Et je ne suis pas la seule, là. Il y a des gens qui témoignent de ça. Alors, j'aimerais ça que, peut-être pas aujourd'hui, mais que tu nous éclaires par rapport à ça, Mhm. par rapport aux synchronicités, ce que tu appelles des synchronicités, ou moi, ce que j'appelle cette ouverture à la vie, Mhm. ce n'est pas moi qui décide totalement. Tu parles souvent de libre arbitre. J'ai l'impression que lorsque je me retrouve comme totalement moi-même, la vie aussi me place au bon endroit, au Tout bon à fait. moment. Il y a quelque chose de très important que je vais aborder, c'est des aspects concrets, des actions qui sont entreprises en ce moment, tes engagements. Parce que, on le dit souvent, c'est pas tout de parler, c'est pas tout de réfléchir ensemble, il faut agir. Si on parle d'un nouveau monde, il faut faire des choses. En parle-moi de la jeune synapse, des ateliers justement que tu fais, puis Mhm. qui englobe pas juste toi, mais des milliers de personnes en ce moment là, dans ton coin. D'accord. Qu'est-ce qui Bon, se passe par rapport à la jeune? Qu'est-ce que c'est la jeune? on passe un peu du coq à l'âne là. Ok, Ouais. d'accord. Oui. Moi, je me suis investi dans deux types d'actions là pour aller vers le futur lumineux, que j'appelle le futur lumineux. C'est le premier type d'action, c'est des actions au niveau de la connaissance, de la pensée, de la psyché, en lien avec les collectifs dans lesquels on s'investit grâce à cette crise, hein, où on a rencontré des personnes remarquables, etc. Donc, ça permet de rencontrer des gens plus ouverts à ce genre d'expérience, d'expérimentation. Et donc là, je m'investis dans des ateliers pour faire découvrir aux gens ce que tu appelles un pouvoir, hein, qui est simplement notre libre arbitre, qui est beaucoup plus puissant que ce qu'on peut imaginer. Et ça, c'est pour le premier type d'action. Et deuxième type d'action, des actions concrètes, toujours en lien donc avec ces collectifs, hein, puisque je fais des conférences dans plusieurs collectifs, euh, puisque je n'en fais plus dans les grandes villes, hein. Par exemple, dans le collectif de Fort-Calquier, celui de Gap, de Voiron, prochainement d'Avignon, et puis il y en a eu plein d'autres aussi en Ardèche, etc. Et là, à chaque fois, je parle de la monnaie parce que la monnaie, c'est un peu la clé de la solution à la crise actuelle, puisque d'ailleurs, j'ai intitulé mes conférences plusieurs fois Le virus de la monnaie. On n'a pas affaire à un problème avec un virus, on a affaire à un problème avec la monnaie, quand on a bien compris le sens de tout ça. Et donc, il convient de réagir à cette crise en essayant de récupérer notre autonomie financière, Mhm. hein. Puisqu'on voit bien que le nœud névralgique de cette crise, c'est vraiment l'identité numérique. Et pourquoi est-ce qu'on cherche à nous identifier numériquement, et ce de manière automatisée, hein, puisqu'il est question que chacun d'entre nous porte un identifiant mobile qui remplacera le pass à terme. Pourquoi? Ben, c'est pour changer le système monétaire et nous faire entrer dans un système où on sera obligé de payer avec cet identifiant. On aura tous un cloud sur la banque centrale qui nous permettra, qui remplacera complètement, qui va modifier en profondeur le système monétaire, mais en nous rendant de plus en plus esclaves, hein. Donc, il est important de se défaire de ça, puisque ce n'est pas on voit bien la manière dont ils essayent de nous imposer cette affaire-là, donc ce n'est pas quelque chose dont l'horizon est sain, quoi, hein, puisque en gros, Mm.
ce système financier qui est mort actuellement et qui a besoin d'entrer dans un great reset, ça consiste à dire, bon, ben, on prend les mêmes qui nous ont foutu dedans et on recommence la même chose. Hein. Donc, on avait un système financier qui était un système de prédation. Prédation par la spéculation, par l'argent dette, par la planche à billets, etc. On voit bien que finalement, la monnaie aujourd'hui n'a plus grand rapport avec la valeur et le travail. Et donc, il s'agit de récupérer ce pouvoir monétaire. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle je m'investis dans la June, qui est une monnaie éthique. C'est une monnaie basée sur la blockchain, ok, c'est une monnaie numérique, ok, mais le numérique n'est pas négatif par essence, la technologie n'est pas négative par essence, on peut en faire le meilleur comme le pire. Mais en ce qui concerne la June, on a affaire à une monnaie tout à fait éthique hein, et qui, comme elle est basée sur la blockchain, nous permet de nous libérer du système bancaire, d'accord? Libérer des banquiers. Puis quelqu'un qui veut savoir, qui veut en savoir plus sur la June, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il tape monnaie libre sur Internet, il va trouver toutes les informations. Okay. Mais moi, je me suis investi là-dedans principalement parce que je trouve que la monnaie, le fait de récupérer ce pouvoir monétaire, c'est une occasion de se mettre en lien. Et c'est ça qui est pour moi le plus important. C'est-à-dire que c'est la mise en lien permise par la découverte, la promotion d'un nouveau système monétaire éthique qui, pour moi, est le plus important. C'est pour ça que j'ai développé en collaboration avec un autre ingénieur de Forcalquier, le système Synapse. Synapse, que tu écris S-I-N-A-P-S? 6-NAPS, 6 le chiffre. 6naps.net. 6naps.net, dans lequel chacun peut s'inscrire. Et c'est un site de mise en lien qui ne nécessite pas l'obligation de se mettre à la monnaie, puisqu'on peut choisir d'échanger à travers le don, simplement sans nécessairement utiliser la monnaie, mais c'est au moins, en tout cas, une façon de se mettre à l'étrier de cette mise en lien, de cette autonomie, etc. Donc, lorsqu'on s'inscrit sur Synapse, on doit remplir un profil. D'abord, on signe une charte qui, en fait, correspond à l'état d'esprit du futur lumineux. Hein. Donc, on veut reconstruire un nouveau monde où on ne va pas être soumis à tout ce qu'on sait. Bon. Donc déjà, c'est la première chose. Ensuite, on doit donner une vraie photo, hein, puisqu'il s'agit de se rencontrer localement. Donc, pouvoir se reconnaître lors de G-marché, lors de conférences, lors de toutes sortes d'événements. Puisque pour favoriser la mise en lien, bien entendu, on a besoin de savoir qu'existe à proximité de son domicile, par exemple dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres, des personnes qui pensent comme nous et qui ont envie d'échanger, qui ont des besoins, qui ont des offres à faire. Et donc, voilà, on apprend à connaître notre existence via Synapse et ensuite à se rencontrer lors d'événements, lors de G-marché, hein, de marché de la monnaie libre, par exemple, ou autre type d'événements. Donc, la photo est importante, j'insiste là-dessus, et bien remplir son profil et notamment dire quels sont ses besoins. On a tendance à oublier de parler de ses besoins parce qu'on a envie d'offrir, de vendre, mais c'est important parce que les autres vont s'intéresser plus aux besoins qu'aux offres. Hein. Ça, c'est intéressant pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent vous partager. Mais dis-moi, pour quelqu'un du Québec, par exemple, qui voudrait faire partie de ce réseau de liens Synapse, est-ce que ça existe aussi au Québec? Alors, oui, ça commence à exister. En fait, le site Synapse, le système Synapse, c'est un système de mise en lien, mais aussi qui va permettre de créer localement des communautés d'échange. Hein, puisqu'il s'agit quand même de s'inscrire dans le local. Alors, au niveau local, par exemple, il va y avoir un système de redistribution de tous les dons qui seront faits en June à une cagnotte commune. Oui. Et
bon, chacun fait comme il veut au niveau de sa localité. Enfin, chaque localité organise sa redistribution comme elle le souhaite. Mais par exemple, nous, à Fort-Calquier, ce qu'on a fait, c'est on a décidé que, et ça peut changer, mais c'est que chaque mois ou chaque 2 mois, enfin, dès que la somme des dons est suffisamment importante, on redistribue à part égale à tous les membres Ouais. de la communauté. Ce qui fait que les personnes qui viennent d'arriver là-dedans vont se retrouver avec de la June, hein, de la monnaie sur leur compte Synapse, et qu'ils vont pouvoir transformer en June, et qu'ils vont avoir intérêt, même s'ils veulent échanger, il faut passer à la June. Donc là, ils vont s'inscrire. Pour quelqu'un qui ne connaît pas ça, ça rentre un peu dans les détails, mais pour résumer, c'est vraiment un réseau d'échanges basé sur, bon, l'échange, un réseau de liens, si je comprends bien, mais basé sur la monnaie, une monnaie qu'on appelle la June. Puis, il y a une redistribution de la valeur des Junes, c'est-à-dire Voilà. que les gens, ils ne se retrouvent pas sans rien, là, même s'ils rentrent et ils sont nouveaux là-dedans. Ils se retrouvent avec une valeur qu'ils peuvent utiliser pour acquérir des biens ou des services. Il y a plusieurs autres mouvements comme celui-ci. Je pense à Jeu, le JEU, qui est présent au Québec. La monnaie libre est aussi présente au Québec. Alors, l'idée, c'était de dire aux gens qu'il n'y a pas que des idées qui sont échangées en ce moment. Il y a aussi des actions concrètes qui nous permettent d'être indépendants de ce système qui est en train de mourir, dont tu parles, qui est basé sur entre autres sur la spéculation. Alors, ce qu'on fera dans la vidéo, c'est qu'on mettra les liens, si tu veux bien, Ouais. pour que les gens puissent avoir plus d'informations. Peut-être qu'à un moment donné, s'il y a un intérêt, on pourra en parler avec plus de détails dans une vidéo. Alors, je peux rajouter juste. Oui, Donc, il y a un système de cooptation. OK. Non, mais c'est important. Et pour les nouvelles, non, mais c'est important de le dire, pour les nouvelles initiatives locales qui veulent se créer, là où il n'y a pas encore de communauté solidaire, il y a un système de cooptation qui permet de coopter plus rapidement une dizaine de personnes de manière à initier le démarrage du réseau. Ouais, ouais. Donc, il y a moyen de démarrer ça, même dans une petite localité ou dans un petit groupe. Mais c'est ça, je pense que ça vaudrait vraiment la peine d'en parler, même d'illustrer ça. On voit là, les profils pour bien comprendre ce que c'est. Mais ce n'est pas aussi pour discréditer tout ce qui existe déjà au Québec, là, dans le sens de ce Ah non, réseau d'échange. C'est pour dire qu'il y en a plusieurs. Puis bien dans sûr. celui-là, tu es engagé. Je veux pas que ça soit trop long parce que quand on fait des vidéos trop longues, les gens, ben, ils ont d'autres choses à faire. Puis surtout, il fait beau dehors, ça vaut la peine d'en profiter. J'aimerais qu'on termine en disant tous les deux pourquoi on considère que la crise actuelle, c'est une bonne chose. Alors, de ton point de vue, c'est vraiment ce qui nous a réunis, Philippe, c'est le fait que l'on voit bien que si cette crise-là n'était pas arrivée, ben, on ne serait pas là en train de développer des communautés, des nouvelles idées. De ton point de vue, pourquoi tu dis que c'est une bonne chose, cette crise? En quelques mots. Ah ben parce que ça booste la mise en lien dont on a absolument besoin pour modifier la société dans le bon sens. Ça booste donc l'éveil qui nous emmène vers un nouveau futur où on a compris l'impact de la conscience, on a compris qu'il fallait sortir de ce matérialisme qui nous aliène. Et pour peu qu'on a, enfin, moi je suis sorti de la sidération il y a plus de 6 mois maintenant, et ma vie s'est fortement améliorée depuis que je suis devenu non seulement résolument optimiste, parce que ça je le suis depuis 2 ans, concernant le futur, mais dans l'action comme je disais, le fait de faire des ateliers, de me mettre en lien à travers toutes ces initiatives, ça me fait rencontrer des personnes tout à fait remarquables, et ma vie s'est embellie grâce à ça. Donc franchement, c'est un contraste terrible avec la peur qu'on distille dans les médias. Moi, j'ai coupé par rapport aux médias, y compris par rapport aux médias alternatifs, parce que c'est trop anxiogène. Et depuis que je fais ça, ma vie s'est nettement améliorée. Ma vibration est remontée et je suis passionné pour développer toutes ces initiatives dont on vient de parler. C'est passionnant, quoi. Ouais.
Puis je suis sûre que ce dont tu parles, il y en a plusieurs qui ont découvert ou redécouvert une façon d'être en lien avec des gens qui n'étaient pas dans leur réseau habituel, qui sont des nouveaux amis finalement, une nouvelle famille qui se recrée. Alors moi, c'est la même chose. J'ai compris, je me suis éveillée. On utilise souvent ce terme-là, qui est un peu péjoratif, mais moi qui étais dans le milieu académique, dans la science, j'ai commencé à ouvrir mes yeux, réaliser qu'on était comme des poissons dans un aquarium qui tourne en rond continuellement. Et ça m'a sorti de l'aquarium et là, j'ai plongé dans un océan de connaissances que j'ignorais, de points de vue complètement différents. Et comme toi, je vis des belles choses. Je suis consciente qu'il y a de la souffrance. Je suis consciente qu'il y a des gens qui se sont fait avoir, par exemple, qui vont peut-être souffrir physiquement, qu'il y a des enfants qui sont en danger, si on peut dire. Il y a tout ça qui existe, que je trouve complètement absurde, mais j'ai envie beaucoup plus d'investir mon temps dans la création, dans la construction de quelque chose de nouveau, que de passer mon temps à me plaindre, par exemple, et à critiquer ça. Je pense qu'on a deux choix, puis c'est en lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est notre état d'âme influence la réalité. Si je passe mon temps à critiquer, à broyer du noir parce que je vois ces absurdités-là et c'est malsain, ben je vais peut-être aussi vibrer, comme vous dites souvent, le vibrer du négatif, alors que je choisis le contraire, je choisis de vibrer du positif, comme plusieurs personnes qui nous écoutent en ce moment ont choisi. Alors, ben, j'ai envie de terminer là-dessus, si tu veux bien, puis en disant que si les gens trouvent ça intéressant, on se reprendra. On fera d'autres vidéos comme ça. Oui? Alors, je précise que les raisons d'être optimiste sont en plus tout à fait indépendantes de ce que je viens de dire. Et j'explique dans mon livre Le Grand Virage, mais là, on n'a pas le temps. Pourquoi, effectivement, nous allons bel et bien vers un futur lumineux à terme, après une phase de chaos qu'il faut simplement avoir le courage de traverser, mais avec beaucoup d'espoir. C'est aussi, on peut l'interpréter comme le fait que la crise actuelle, c'est un épouvantail qui nous permet de ne pas aller justement vers un ancien futur qui était réellement aliénant. Donc voilà, il faut l'interpréter comme ça. Et enfin, ce que je voudrais dire, c'est que je suis en train de faire des liens entre mes deux activités principales, celle qui consiste à développer des ateliers pour faire expérimenter la synchronicité, etc., et celle qui consiste à développer Synapse, cette mise en lien, etc. On va bientôt introduire, on y va doucement dans le développement de Synapse, mais je vais bientôt introduire dans Synapse des éléments qui vont permettre de mettre de la synchronicité, un petit peu de magie de la vie dans cet outil. OK, voilà. OK. Donc, pour ceux qui connaissent ça, déjà, ils voient ce qui s'en vient là, dans Synapse. Okay. On y va doucement. On est en train d'expérimenter doucement à travers le feedback qu'on peut avoir de Synapse. On va doucement vers quelque chose dont on a l'ambition qu'il aille très très loin et qu'il permette bien d'autres fonctionnalités que les fonctionnalités actuelles qui actuellement sont basiques. On fait y aller doucement, ne pas juger trop vite. On travaille doucement à l'amélioration de cet outil et moi je sens que ça va aller très loin. Ben, ce que tu dis là, qui est précisément sur l'instrument, sur l'outil que vous développez de mise en lien, on peut le dire surtout, c'est-à-dire c'est accepter que ce développement-là, il se fait lentement. Voilà. C'est à travers certaines erreurs, imperfections qu'on traverse, des choses qu'on n'avait pas apprises avant, puis qu'on doit mettre en application maintenant, mais c'est bon pour tout. Je pense que ça donne l'espoir aux gens qui vivent peut-être des expériences, sont confrontés à quelques problèmes. Des fois, c'est des problèmes relationnels, des fois, c'est des problèmes techniques, mais de se dire, ben, il faut continuer, faut continuer à avancer dans le sens d'un changement significatif. On va arrêter ici. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir accepté d'être avec moi dans ce rendez-vous. Puis, ben, on se dit, comme d'habitude, je passe mon temps à terminer mes vidéos en disant merci. Tu sais, je passe mon temps à te dire merci quand je suis ici. Ben, merci d'exister. Merci de faire partie de cette communauté. Si vous nous écoutez, c'est parce que vous avez l'ouverture à entendre quelque chose de nouveau. C'est le temps des mouches ici, hein? Tu me disais, c'est le mois des mouches. En juin, c'est le temps des mouches. Puis, puis à bientôt.